Nous sommes en 1687, et dans le cœur labyrinthique du palais Topkapi, le silence est une monnaie plus précieuse que l'or. Ici, dans la chambre privée du sultan, l'air semble retenir son souffle, chargé d'un parfum d'aloès, d'ambre gris et d'une légère touche métallique de paranoïa. Imaginez un jeune homme de 17 ans à peine, dont le nom et le passé ont été effacés. Désormais connu sous le nom de Youssouf. Sa peau est couleur olive pâle. Ses yeux sont des flaques sombres qui reflètent la lumière vacillante de 100 lampes d'argent. Il demeure parfaitement immobile, telle une statue humaine sculptée par la peur et l'ambition, dont le seul but est d'exister dans le champ de vision de l'homme le plus puissant du monde, l'ombre de Dieu sur terre, le sultan Mehmed IV. Ce n'est pas une histoire d'amour, mais une histoire de possession. Ce n'est pas un récit d'amour, mais une histoire de servitude terrifiante et dorée, où un regard mal placé ou une simple ride indésirable pourrait signifier un voyage rapide et silencieux vers le Bosphore dans un sac lesté. Sa vie et celle d'innombrables garçons comme lui représentent une histoire secrète, un chapitre volontairement arraché au grand récit de l'Empire, l'histoire des esclaves du sultan. Et maintenant, mettez la vidéo en pause et abonnez-vous à notre chaîne. Pour continuer à créer des vidéos comme celle-ci, nous devons atteindre les 1000 abonnés au plus vite. Merci. Pour comprendre la cage dorée du favori du sultan, il faut d'abord saisir l'immensité de l'empire qu'il a bâti, un empire qui se considérait non comme une nation, mais comme l'ordre mondial. L'État ottoman, à son crépuscule, était un colosse s'étendant sur 3 continents, une mosaïque de peuples, de croyances et de langues unies par la volonté absolue et inébranlable d'un seul homme. Le padishah, le sultan, était plus qu'un roi. Il était le calife de tous les musulmans, l'héritier des Césars romains et, dans les murmures de sa cour, le reflet terrestre de l'autorité divine. Son pouvoir n'était pas seulement politique ou militaire, il était gravitationnel, attirant tout vers son centre, Istanbul, la ville surnommée la demeure du bonheur. Au sein de cette ville, le palais de Topkapi, le Sereyo, était le centre de tout pouvoir, un vaste complexe de cours, de kiosques et de jardins, moins une résidence qu'un univers à part entière, un écosystème hermétique de règles, de rituels et d'intrigues. C'est là, derrière d'immenses murs et gardés par des légions de soldats, que se déroulait la vie du sultan, dans un secret public perpétuel. Chaque respiration, chaque repas, chaque parole relevait de l'État, régi par un protocole complexe et étouffant. Dans ce monde, la personnalité était subsumée par la position et l'homme lui-même devenait une icône, un symbole vivant de la permanence et du pouvoir de l'État. Au cœur de ce symbole se trouvait un principe fondamental, le sultan possédait tout et tous les biens de son domaine. Sa propriété n'était pas une question de loi, mais de droit divin. Ses vizirs, ses généraux, ses serviteurs et ses compagnons étaient tous, en fin de compte, des extensions de son être, leur vie et leur corps soumis à ses moindres caprices. C'est dans ce creuset de possession absolue que l'institution du concubin masculin n'était pas une anomalie, mais une expression logique, quoique terrifiante, du pouvoir suprême. Les désirs du sultan n'étaient pas seulement personnels, c'étaient les désirs de l'empire lui-même. Et l'empire subvenait à ses besoins, quel qu'en soit le coût humain. Lorsque l'esprit occidental évoque l'image de la cour ottomane, il se tourne presque invariablement vers le monde exotique et interdit de la reine, lieu d'odalisques attelés, de voiles de soie et d'intrigues féminines. Cette vision, alimentée par des siècles de fantaisie orientaliste, n'est pas entièrement fausse, mais elle est dangereusement incomplète, car elle ignore l'homologue masculin d'Arène, une institution tout aussi vitale, tout aussi opulente et, à bien des égards, beaucoup plus influente. C'était l'Andrin, l'école du palais, un monde parallèle au harem féminin, caché dans l'enceinte du palais mais régi par ses propres règles et horreurs. Si le harem était destiné à produire des héritiers et à satisfaire les besoins charnels et domestiques du sultan grâce à de belles femmes, l'Andrin était destiné à former la classe dirigeante de l'Empire et à satisfaire ses besoins intellectuels, artistiques et intimes grâce à des garçons exceptionnellement doués et beaux. Ces jeunes hommes, appelés isolant l'art, ou garçons de l'intérieur, n'étaient pas de simples serviteurs. Ils constituaient la matière première à partir de laquelle seraient forgés les futurs grands vizirs, gouverneurs et généraux de l'État ottoman. L'école était une merveille d'ingénierie humaine, une usine à produire un nouveau type d'homme dont la loyauté ne reposait pas sur la famille,
la tribu ou la patrie qui avaient toutes été systématiquement spoliées mais uniquement sur la personne du sultan. C'était à la fois une université de haut niveau et un terreau fertile pour cultiver la dévotion personnelle, un lieu où les frontières entre éducation, servitude et intimité s'estompaient. Les garçons de Landrin apprenaient à devenir poètes et guerriers, musiciens et mathématiciens, assassins et administrateurs. Ils étaient polis comme des pierres précieuses, leur esprit aiguisé, leur corps perfectionné, tout cela dans le seul but de servir et de satisfaire leur maître absolu. Cette double nature de Landrin est la clé pour comprendre le phénomène du favori masculin. Il était à la fois un homme d'État potentiel et un amant potentiel, un symbole de l'avenir de l'Empire et un réceptacle des désirs les plus intimes du sultan. Le chemin vers le pouvoir ne passait pas seulement par le champ de bataille ou la salle du conseil, il empruntait les couloirs silencieux et parfumés des appartements privés du sultan, une voie réservée aux plus beaux, aux plus intelligents et aux plus obéissants de ces garçons du palais. La question de l'origine de ces parfaits spécimens de virilité nous entraîne dans l'un des couloirs les plus sombres de la politique ottomane, vers l'institution connue sous le nom de Devshirme. Il s'agissait du tristement célèbre impôt sur le sang, ou prélèvement sur les enfants, un système par lequel l'Empire tirait sa future élite des populations paysannes chrétiennes de ces territoires balkaniques. Périodiquement, les fonctionnaires impériaux visitaient les villages de Grèce, de Serbie, de Bulgarie et d'Albanie, inspectant les enfants de familles chrétiennes. Les garçons les plus beaux, les plus forts et les plus intelligents, généralement âgés de 8 à 18 ans, étaient arrachés de force à leurs parents. Il s'agissait d'une cruauté calculée, d'une séparation programmée visant à créer une classe d'administrateurs et de soldats sans aucun lien avec quiconque, hormis le sultan. Le traumatisme de cet instant est indescriptible. Ce fut une sorte de mort. Un enfant fut arraché à son foyer, sa famille pleurant au bord de la route, pour ne plus jamais être revu. Ils furent chargés sur une charrette et entamèrent un long et brutal voyage vers la capitale impériale, un voyage au cours duquel leur nom, leur langue et leur foi furent voués à la destruction. Si le Debirme était le principal système alimentaire du corps d'élite des janissaires et de l'administration civile dans son ensemble, le palais lui-même disposait d'autres moyens, plus directs, d'acquérir ses trésors humains. La guerre offrait un flot constant de captifs de grande valeur. Fils de nobles et de princes vaincus. Les marchés aux esclaves d'Istanbul, d'Alexandrie et d'Alger regorgeaient de biens humains provenant du monde entier. Circassiens à la peau claire, prisés pour leur beauté éthérée, Géorgiens athlétiques, Perses sensibles. Les gouverneurs impériaux envoyaient en guise de tribut de jeunes hommes particulièrement beaux, espérant s'attirer les faveurs de la cour centrale. Qu'ils soient enlevés de force dans un village des Balkans ou achetés comme du bétail sur un marché ensoleillé, l'expérience initiale était la même, un bouleversement violent, une perte totale de pouvoir et la terrifiante prise de conscience que leur corps ne leur appartenait plus. Il était désormais une marchandise. Sa valeur était déterminée par la pureté de ses traits, la grâce de ses mouvements et sa capacité à plaire à un maître lointain et invisible. C'était l'argile humaine brute et larmoyante que l'Empire allait désormais modeler pour en faire un serviteur parfait et doré. Son arrivée à Istanbul fut un choc, une agression sensorielle et psychologique dont un garçon risquait de ne jamais se remettre complètement. Pour un jeune homme arraché à un village rural des Balkans ou du Caucase, la capitale impériale était une autre planète. Imaginez le spectacle. Un horizon percé d'une forêt de minarets, le grand dôme de Sainte-Sophie dominant l'horizon, la corne d'or noyée sous les mâts des navires venus des quatre coins de la Méditerranée et de la mer Noire. L'air, contrairement à l'odeur propre de sa maison de montagne, était une épaisse soupe d'odeur, la saumure de la mer, l'arôme des châtaignes grillées et du poisson grillé. La douceur irrésistible du thé à la rose vendu au bazar et la puanteur sous-jacente et omniprésente d'1 million de personnes vivant dans des quartiers exigus. Les sons étaient une véritable cacophonie. Les appels à la prière de 100 mosquées se superposaient dans l'air, le cliquetis des marteaux des forgerons, le brouhaha d'une douzaine de langues dans la rue, le grincement des charrettes à bœuf et les cris des marchands. Cette ville imposante était conçue pour impressionner, intimider, communiquer l'immensité et la puissance de l'entité qui la possédait désormais. La destination finale, le palais de Topkapi, était encore plus intimidante. Ce n'était pas un bâtiment unique et élégant, mais une vaste cité fortifiée dans la cité, dont les portes étaient gardées par des janissaries au visage sévère,
semblables à des géants. Franchir ces portes signifiait quitter le monde. La première étape du processus d'endoctrinement fut l'effacement systématique du passé. Le prénom chrétien du garçon fut remplacé par un prénom musulman, Mourad. Selim Ibrahim, dont le nom n'était pas un cadeau mais une marque, fut converti de force à l'islam. On lui enseigna les principes fondamentaux et les prières d'une foi qui avait jusque-là été celle de ses oppresseurs. Sa langue maternelle fut interdite et il fut contraint d'apprendre le turc ottoman, la langue complexe et élégante de la cour. Ses vêtements grossiers de paysans furent arrachés, brûlés et remplacés par les draps et soieries raffinées d'un page du palais. Ce n'était pas seulement un changement de décor, c'était une destruction rituelle de l'identité, un écorchage psychologique destiné à laisser l'âme nue et réceptive à un but nouveau et singulier, servir le sultan. Une fois débarrassé de son passé, le jeune Icolan fut admis à l'école du palais d'Andrin, un univers de discipline quasi monastique et d'éducation implacable. Ce n'était pas un lieu d'oisiveté ou de simple servitude. C'était une académie d'élite dont le programme ferait l'envie de n'importe quelle université européenne de l'époque. L'objectif était de créer un homme de la Renaissance ottomane, un esprit universel aussi redoutable à l'épée qu'à la poésie. Les journées des garçons étaient rigoureusement structurées, de l'aube à la nuit tombée, un cycle de prières, d'études et d'entraînement physique. Ils apprirent à lire et à écrire 3 des langues les plus importantes du monde islamique, le turc ottoman pour l'administration, le persan pour la poésie et la haute culture, et l'arabe pour la théologie et le droit. Leurs esprits étaient imprégnés des grandes œuvres de poètes persans tels que Jafet et Sadi, dont les vers célébraient souvent la beauté des jeunes hommes et la nature enivrante de l'amour. Ils étudiaient les mathématiques, la géographie, le droit et la théologie. Mais leur éducation n'était pas seulement académique, elle était intensément artistique. Chaque garçon devait maîtriser un métier, celui de nonne. Certains devinrent de brillants calligraphes, leurs mains entraînées à produire des textes sacrés et des décrets impériaux d'une beauté époustouflante. D'autres devinrent des maîtres musiciens, apprenant le luth, le nehi ou le tambour, dans le but d'emplir le palais de mélodies capables d'apaiser l'âme d'un sultan fatigué. D'autres encore se formèrent à la peinture miniature, au travail du cuir, à l'horlogerie ou à l'art du jardinage. Cette éducation avait un double objectif. D'une part, cela leur a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir des administrateurs de haut niveau d'un empire vaste et complexe. D'autre part, cela en a fait des compagnons parfaits. Ils étaient formés pour devenir des hommes capables non seulement de servir le dîner du sultan, mais aussi de composer un poème sur sa victoire, de débattre de philosophie avec lui jusqu'à l'aube et d'embellir leur environnement de leurs créations artistiques. Ils étaient transformés en œuvres d'art vivantes, chaque talent et chaque attribut étant affiné pour l'appréciation d'un mécène unique. À cette formation intellectuelle et artistique s'ajoutait un entraînement physique exténuant. On leur enseignait l'équitation, le tir à l'arc et le maniement du cimeterre, faisant de ces poètes et musiciens délicats des guerriers capables de défendre la personne du sultan si nécessaire. Cette éducation holistique, cette formation d'un homme à la fois artiste, érudit et assassin, était ce qui rendait les diplômés de l'Andrin si singulièrement efficaces et ce qui rendait les plus favorisés d'entre eux si captivants aux yeux des dirigeants de l'Empire. Le monde intérieur des Andrins était un microcosme de l'Empire lui-même, une société férocement compétitive et rigoureusement hiérarchisée. L'école était organisée en une série de chambres Odalar, qui représentaient une échelle d'ascension que le page devait gravir. Un nouveau garçon commençait dans les grandes ou les petites chambres, les échelons les plus bas, où il accomplissait des tâches plus subalternes tout en débutant son éducation. J'étais là, un parmi des centaines, subissant un tourbillon de leçons et de devoirs sous l'œil vigilant des eunuques blancs, maîtres et gardiens implacables de l'école. La promotion à la chambre supérieure, comme la chambre des chants ou la chambre de l'office, était basée sur le mérite, une combinaison de progrès intellectuels, de talent artistique, de prouesse physique et, surtout, d'obéissance et de loyauté sans faille. Ce système était un creuset conçu pour identifier et promouvoir les talents, tout en éliminant impitoyablement toute trace de rébellion ou de faiblesse. La compétition était féroce. Chaque garçon savait que ses pairs étaient ses rivaux pour une promotion, une faveur, une chance d'attirer l'attention d'un haut fonctionnaire, voire du sultan lui-même. Les amitiés étaient dangereuses, masquant souvent complot et trahison.
Des alliances se formaient et se défaisaient. Un mot inconsidéré, un moment perçu comme irrespectueux, un échec en cours pouvait valoir à un garçon une sévère punition ou, pire, un blocage définitif de sa carrière. Le système tout entier était imprégné d'une culture de surveillance. Les eunuques blancs étaient omniprésents, leurs yeux et leurs oreilles partout, mais les garçons étaient également encouragés à se dénoncer les uns les autres. Une pratique qui semait une méfiance perpétuelle et renforçait l'idée que la loyauté devait être orientée verticalement vers les supérieurs, jamais horizontalement vers les pairs. Cet environnement intense et paranoïaque était une véritable cocotte-minute psychologique destinée à briser la volonté du jeune homme et à la remodeler à l'image de l'État. Il forgeait un lien indéfectible avec le système qu'il avait créé, mais il engendrait aussi une profonde insécurité et un désir de validation ultime, la faveur du sultan. Être choisi parmi cette masse de jeunes hommes en lutte et en compétition, c'était remporter la récompense ultime. Cela signifiait échapper à l'anonymat brutal des chambres basses et pénétrer dans le sanctuaire sacré du pouvoir, un monde de luxe inimaginable et de danger encore plus inimaginable. Pour comprendre comment un sultan pouvait considérer ces garçons comme des objets de désir, il est essentiel de sortir du cadre étroit des conceptions occidentales modernes de la sexualité et de pénétrer dans l'univers esthétique et philosophique de la haute culture ottomane. Dans les cercles sophistiqués de la cour. Dans le monde impérial et plus vaste de la poésie persane et turque qui a influencé leur vision du monde, l'amour entre un homme plus âgé et un beau jeune homme n'était pas considéré comme une perversion ou un péché de la même manière qu'il le serait dans l'Europe chrétienne. Au contraire, il était souvent idéalisé, célébré envers comme une forme d'amour plus pure et plus sublime que celle qui pouvait exister entre un homme et une femme. Ce concept, profondément ancré dans les traditions du mysticisme soufi et de la littérature persane, considérait le jeune homme muet, le shahid ou témoin, comme un reflet terrestre de la beauté divine. Contempler son visage parfait et immaculé, c'était entrevoir la perfection divine. L'amour qu'elle inspirait était considéré comme une expérience spirituelle esthétique, une forme de dévotion capable d'élever l'âme. Il ne s'agissait pas d'identité sexuelle au sens moderne du terme. Les hommes impliqués dans ces relations étaient souvent mariés et avaient de nombreuses familles dans leur sphère féminine. Il s'agissait plutôt d'une expression reconnue et acceptée de l'amour et du désir, occupant un espace complexe entre le platonique et le charnel, le spirituel et le sensuel. L'idéal de beauté masculine était précis. Le garçon devait être à l'aube de l'âge adulte, avec une peau lisse, une silhouette gracieuse, presque féminine, et un visage lunaire. La première pousse de barbe était souvent vécue comme une tragédie. Le moment où cette beauté divine et éthérée a commencé à s'estomper dans la dure réalité de la virilité ordinaire, cette esthétique était partout, de la poésie de cour aux peintures miniatures représentant la vie de palais a créé une culture dans laquelle l'admiration d'un beau garçon n'était pas une honte cachée, mais une marque de goût raffiné et de sensibilité, une quête digne d'un sultan ou d'un grand vizir. Ce contexte culturel a fourni la justification et le vernis romantique de ce qui était, au fond, une relation profondément inégalitaire, l'exploitation sexuelle d'un esclave par son maître. Le langage poétique et l'amour divin masquaient la sombre réalité de la coercition et créaient un monde où l'objet du désir pouvait être à la fois vénéré comme une icône de beauté et contrôlé comme une propriété. Tandis que les Ichoulards de Landrin étaient préparés au pouvoir et à l'intimité entre les murs de la cité. Cloîtrés au sein du palais, une version plus publique et ouvertement sensuelle de cette dynamique se déroulait sur les scènes et dans les tavernes d'Istanbul. Il s'agissait des queues-clés, les garçons danseurs, qui occupaient une niche sociale différente, mais apparentée. Contrairement aux pages de Landrin, esclaves destinés à l'élite, les queues-clés étaient généralement des Grecs, des Arméniens, des Juifs ou des Tziganes non musulmans, qui étaient des artistes professionnels. Dès leur plus jeune âge, ces garçons d'une beauté exceptionnelle étaient formés à une forme de danse spécifique, à la fois hypnotique et profondément ambiguë. Elles se laissaient pousser les cheveux, les coiffant en boucles en cascade, et portaient des costumes élaborés, souvent féminisés, vestes de velours richement brodées, pantalons larges et ceintures où teintes des pièces d'or et d'argent. Leur visage était souvent maquillé, leurs yeux cernés de choux. La danse elle-même était un mélange hypnotique de mouvements lents et sinueux, de pirouettes rapides et percussives et de claquements de doigts complexes. Toutes dansaient au rythme effréné des uds, des tambours et des sitars.
L'effet était délibérément androgyne et intensément érotique. Le Koschek était une créature d'une ambiguïté fascinante, brouillant les frontières entre hommes et femmes, enfants et adultes, innocence et séduction. Il se produisait lors de fêtes publiques, de mariages et, surtout, lors des festins privés des riches et puissants. Un riche pacha ou marchand engageait une troupe de causeclés pour une soirée de divertissement, où, alimentée par le vin et la musique, l'atmosphère pouvait s'enflammer de désirs enivrants. Les sponsors couvraient les meilleurs danseurs de pièces et de cadeaux, et les rivalités pour un catch particulièrement beau pouvaient, et c'était souvent le cas, dégénérer en violence. Ces danseurs étaient des célébrités en quelque sorte, leur beauté et leur talent étant célébrés, mais ils étaient aussi profondément vulnérables. Ils vendaient non seulement un spectacle, mais aussi un fantasme, et étaient souvent à la merci des exigences de leurs puissants mécènes. Bien que distincts des pages de Landrin, ceux qui Checlet faisaient partie du même tissu culturel qui érotisait la beauté masculine juvénile, ils étaient le visage public d'un désir qui trouvait son expression ultime et la plus secrète dans les appartements privés du sultan. L'existence du Kchek. Il a publiquement normalisé l'esthétique du garçon désirable, créant un langage visuel et culturel que tout le monde dans la société ottomane, du vendeur ambulant au sultan lui-même, pouvait comprendre. Pour un isolant travaillant dans l'anonymat compétitif d'Andrin, le moment suprême de la transformation était l'instant où son existence était reconnue par le sultan. C'était le regard. Un aperçu du padishah qui contenait le pouvoir de création et de destruction. Cela pouvait survenir n'importe où, lors d'une lecture des pages, d'une cérémonie à la cour, ou même par hasard, alors que le sultan se promenait dans les jardins du palais. Pour un garçon, être distingué, voir son nom demandé par le sultan ou son talent en musique ou en calligraphie salué, était un honneur terrifiant. C'était l'aboutissement de toute sa formation, l'accomplissement du but du système, mais c'était aussi le moment où il marchait sur une corde raide tendue au-dessus d'un canon enflammé. Être remarqué, c'était être exposé, s'attirer non seulement les faveurs du sultan, mais aussi la jalousie ardente de tous les autres pages de l'école et, bien sûr, de tous les autres personnages influents du palais. Être choisi pour le service privé du sultan dans le sanctuaire le plus intime, la chambre privée ou un soda, était un rituel d'élévation. Le garçon serait officiellement séparé de ses compagnons de Landrin. On lui donnerait une nouvelle garde-robe de soie incroyablement fine, et tous ses besoins seraient comblés par des serviteurs subalternes. Il serait transféré dans les luxueux appartements de la chambre privée, une suite de pièces entourant celle du sultan. C'était le point de non-retour. Il n'était plus seulement un étudiant ou un serviteur. Il était devenu un compagnon, un confident, un favori. Son titre officiel était peut-être celui de porteur d'épée ou de gardien du linge royal, mais sa véritable fonction était la proximité. Il était désormais l'un des rares individus autorisés à partager l'espace privé du sultan, à voir l'homme derrière le masque impérial. Cette transition fut marquée par un mélange d'euphorie et d'effroi. Le luxe était enivrant, le sentiment d'importance écrasant, mais la pression était immense. Chaque mot, chaque geste était désormais chargé de sens, scruté non seulement par le sultan, mais aussi par les vizirs, les eunuques et les femmes de la reine, qui tous voyaient ce nouveau favori comme une menace potentielle pour leur propre influence. Le garçon avait gagné à la loterie, mais le prix était une vie de performance constante et étouffante, où un seul faux pas pouvait entraîner une chute irréparable. La vie dans la chambre secrète était une descente dans un monde d'intimité profonde et de danger absolu. C'était l'épicentre de l'Empire, la pièce silencieuse d'où découlaient toutes les décisions. Ici, le page favori, le mabub ou bien-aimé, menait une vie paradoxale, faite d'immenses privilèges et d'une soumission totale. Ses fonctions consistaient en une série de services intimes. Il était l'un des rares à être autorisé à habiller le sultan le matin et à le déshabiller le soir. Il pouvait être chargé de lire à voix haute de la poésie, du persan ou des chroniques historiques pour endormir le souverain. Elle s'occupait du sultan au hammam, les luxueux bains du palais, un lieu de vapeur, de marbre et de vulnérabilité. Elle servait les repas du sultan, un poste de confiance inouï à une époque où le poison était une peur constante, une ombre, une présence constante dans la vie du sultan, témoin de ses moments de colère, de mélancolie, de ses moments d'humanité sans défense.
Cette proximité étouffante avec le pouvoir absolu était à la fois la source de son influence et de sa terreur. Il connaissait les humeurs du sultan, ses secrets, ses faiblesses. Il devint le dépositaire vivant des informations les plus sensibles de l'État, un secret qu'il devait taire. La nature de la relation physique qui accompagnait souvent cette intimité doit être comprise dans sa crue réalité. Ce n'était pas une relation d'égal à égal, c'était une relation entre un maître et son esclave, un homme qui détenait le pouvoir de vie et de mort, et un jeune homme dont le corps ne lui appartenait pas. Bien qu'une affection sincère, voire une forme d'amour, ait pu se développer dans cette dynamique, cet amour était perpétuellement éclipsé par l'ombre du cordon de soie du bourreau. Le coût psychologique pour le page fut immense. Il devait être un amant, un confident, un serviteur et un flatteur. Naviguant constamment dans les méandres du tempérament du sultan, il vivait dans un état d'hypervigilance. Sa survie dépendait de sa capacité à anticiper les désirs de son maître et à refléter l'image que le sultan souhaitait voir de lui-même. C'était une vie faite de surfaces exquises et de profondeurs terrifiantes. Une démonstration de dévouement qui ne pouvait jamais faiblir, car le prix d'une seule fausse note était l'oubli. La chambre privée n'était pas un sanctuaire d'amour, mais un champ de bataille pour l'envie. Pour le jeune homme qui parvint à conquérir le cœur du sultan et à en devenir le favori incontesté, la vie devint un dangereux exercice de survie. Il était Mahbub, le bien-aimé, mais pour tous les autres au palais, il était une cible. La jalousie la plus immédiate et la plus venimeuse venait de ses anciens compagnons, les autres pages de l'Ode à Acha, qui devaient désormais le voir comblé de cadeaux, d'honneurs et des attentions intimes du maître qu'ils servaient tous. Il guettait le moindre signe de faiblesse, la moindre erreur, la moindre trace d'arrogance susceptible d'empoisonner l'esprit du sultan contre lui. Une rumeur murmurée à l'oreille droite, un accident soigneusement orchestré, une calomnie prononcée sous un masque d'inquiétude. Telles étaient les armes du courtisan, constamment braquées sur le favori. La menace émanait également de la puissante arène. La mère du sultan, la Bali du sultan, la consort principale, la Jaseki, et les mères de ses autres fils voyaient toutes le favori comme un rival pour l'affection, le temps et, surtout, l'influence du sultan. Ils les détournaient de leurs propres ambitions et de celles qu'elles nourrissaient pour leurs fils. Elles disposaient de leur propre réseau d'espions et d'alliés et n'hésitaient pas à les utiliser pour comploter la chute d'un garçon qu'elles estimaient usurper leur place légitime auprès du sultan. Même les hommes les plus puissants de l'État, le grand vizir et ses ministres, considéraient le favori avec un mélange de crainte et de mépris. Ce jeune homme, qui n'occupait aucune fonction officielle, pouvait avoir plus d'influence que sur les décisions du sultan. Ses conversations intimes pouvaient anéantir des mois de politique prudente. Alternativement, il tentait de le corrompre en l'utilisant comme intermédiaire avec le sultan, ou comploter contre lui, le considérant comme un obstacle à leur propre pouvoir. Le favori était donc un homme prisonnier d'intrigue, isolé par son propre succès. Il ne pouvait faire confiance à personne. Chaque cadeau pouvait cacher une menace, chaque sourire un poignard. Paysan ou esclave, pouvait devenir l'un des personnages les plus puissants du plus grand empire du monde. Son pouvoir était officieux, mais réel. Il en était le gardien suprême. Les ambassadeurs de Venise, de France et de l'Empire des Habsbourg apprirent bientôt que le moyen le plus rapide, et parfois le seul, d'atteindre l'oreille du sultan était de passer par son page bien-aimé. Ils comblèrent le favori de cadeaux exotiques, montres mécaniques allemandes, tissus raffinés à motifs de lion, animaux rares et lui offrirent des pots de vin substantiels. Tout cela dans l'espoir qu'ils puissent murmurer au sultan un mot favorable sur leur cause dans un moment d'intimité. Grand vizir et pacha, hommes qui commandaient des armées et régnaient sur de vastes territoires, s'humilient devant lui, cherchant son soutien pour leur politique ou son intervention dans leur rivalité. Le favori devint un vecteur de protection. Un mot de sa part pouvait assurer un gouvernement provincial lucratif à un allié ou ruiner un ennemi. Il pouvait influencer les nominations, influencer les décisions de justice et façonner la politique impériale depuis les rideaux de soie de la chambre du sultan. Cette influence était enivrante, elle transformait le page, simple objet de désir, en un acteur politique majeur. C'était un pion qui, de par sa proximité avec le roi,
était devenue une reine capable de se déplacer dans toutes les directions et de frapper avec une force mortelle. Bien sûr, ce pouvoir était entièrement dérivé, reflet du pouvoir du sultan lui-même. Il pouvait être anéanti aussi vite qu'il avait été accordé. L'exercice du pouvoir du favori devint alors une affaire frénétique et souvent désespérée. Il devait accumuler le plus de richesses et s'assurer le plus d'alliés possible durant son bref passage au soleil, sachant que l'hiver politique n'était qu'un caprice royal. Cela créa un cycle de corruption et de paranoïa, le favori utilisant sa position précaire pour s'enrichir et se protéger. Des actions qui n'ont fait qu'attiser la jalousie de ses rivaux et accélérer sa chute, quasi inévitable. Construisons un récit composite, une histoire tissée à partir des destins de plusieurs de ses favoris pour illustrer leur ascension vertigineuse et leur chute brutale. Nous pouvons appeler notre page « l'Adil ». Le Juste, un surnom ironique qui lui fut donné à son entrée au palais. Capturé enfant lors d'une campagne en Géorgie, ses yeux violets saisissants et son esprit vif le désignèrent comme un atout pour élander. Il excella dans ses études, maîtrisant la calligraphie et la poésie, et son habileté à l'arc était inégalée. Il évoluait dans les salles de l'école avec une grâce discrète qui masquait une ambition farouche. C'est lors d'une lecture de poésie que le vieux sultan Mouradiyar, souverain connu pour sa cruauté terrifiante et son profond amour de la beauté, le remarqua pour la première fois. Al-Adil fut convoqué dans la chambre secrète. Pendant 5 ans, il fut le soleil autour duquel gravitait la cour. On disait que le sultan, homme capable d'exécuter un vizir pour une erreur mineure, pleurait lorsqu'Al-Adil récitait des poèmes. Il le combla de domaines, de coffres d'or vénitiens et d'écuries de pur sang arabe. Il commanda des portraits d'Al-Adil au plus grand peintre de la cour. Un honneur rare. Al-Adil, à son tour, apprit à naviguer dans les eaux troubles de la cour. Il devint l'ombre du sultan, son confident, son amant. Il dormait au pied du lit impérial, une dague sous l'oreiller, gage de la faveur du sultan. Les vizirs, qui s'étaient autrefois moqués du jeune Géorgien, s'inclinaient maintenant devant lui, lui offrant pétitions et sacs d'or. Elle obtint un gouvernement provincial pour son unique ami Dandrin et organisa la destitution d'un pacha rival, démonstration de son pouvoir silencieux et meurtrier. Elle vivait un rêve, un fantasme de pouvoir et de luxe bâti sur les fondations de sa propre servitude. Elle portait sa beauté comme une armure, persuadée qu'elle et l'amour du sultan étaient invincibles. Mais au palais de Topkapi, il était invincible, sauf coup de chance. La chute d'un favori était souvent aussi rapide et spectaculaire que son ascension fulgurante. Pour notre Al-Adil, le début de la fin ne se fit pas par un fracas, mais par un murmure. Le sultan, dont la santé déclinait, devint plus paranoïaque et imprévisible. Les pressions d'une guerre perdue à la frontière perse le rendaient maussade et sujet à de violents accès de colère. La beauté d'Al-Adil, autrefois réconfortante, semblait désormais railler le déclin physique du sultan. Les rumeurs de ses ennemis, ignorées pendant des années, trouvèrent alors un terreau fertile dans l'esprit méfiant du sultan. Un page rival, impatient de prendre sa place, découvrit une lettre, un faux magistral qui semblait impliquer Al-Adil dans un complot avec un vizir en disgrâce. Simultanément, Bali, la puissante reine-mère du sultan. Il se plaignit à son fils que l'arrogance d'Al-Adil aliénait les fidèles serviteurs de l'État. Le doute, une fois semé, se répandit à une vitesse étonnante. Le regard du sultan, autrefois empli d'adoration, était désormais d'une froideur glaciale. Les cadeaux cessèrent, les lectures de poésie nocturne cessèrent. Al-Adil se retrouva soudain isolé. Les courtisans qui l'avaient autrefois flatté évitaient désormais son regard. Il sentait l'étau se resserrer autour de lui. La terreur de sa situation était absolue. Il n'avait ni famille à qui s'adresser, ni base de pouvoir. Toute son existence reposait sur l'affection d'un seul homme, et cette affection s'était évaporée. La faim survint sans prévenir. Une nuit, alors qu'elle se préparait à dormir, le chef des eunuques blancs entra dans ses appartements, flanqué de 2 figures imposantes. C'étaient les bourreaux du palais, les sélatlars, des hommes traditionnellement sourds et muets, veillant à ne pouvoir entendre les supplications ni répéter les derniers mots de leurs victimes. Il n'y eut ni procès ni accusation.
Son élévation au trône avait été le fruit du caprice du sultan, et sa destruction le serait tout autant. On lui arracha ses robes de soie, symbole de sa gloire perdue, un cordon de soie. La méthode traditionnelle d'exécution des membres de haut rang de la cour, afin de ne pas verser le sang royal, fut passée autour de son cou. Sa dernière vision ne fut pas celle du sultan qu'il avait aimé et craint, mais celle des visages impassibles de l'eunuque et des bourreaux silencieux, de la brutale machinerie de l'État qu'il avait si brièvement dominé. Son corps, comme tant d'autres avant lui, fut probablement placé dans un sac lesté et jeté sans ménagement dans les eaux sombres et tourbillonnantes du Bosphore. Sa brillante carrière s'était effacée comme si elle n'avait jamais existé. Le destin d'un page favori n'était pas toujours aussi sombre, mais il était toujours soumis à la volonté absolue du sultan et au cruel passage du temps. Le principal ennemi du favori n'était pas seulement un rival ou un vizir, mais sa propre biologie. L'esthétique qui récompensait le jeune homme muet était implacable. La première barbe naissante sur sa lèvre supérieure, le durcissement de sa mâchoire, le léger épaississement de sa peau, ce n'étaient pas des signes de maturité, mais plutôt les symptômes d'une maladie qui mettait fin à sa carrière. Dès qu'un garçon devenait un homme, sa valeur particulière aux yeux du sultan s'évaporait souvent. L'Empire, cependant, était une entité pragmatique, un individu talentueux et loyal, même dont l'utilité première avait expiré, restait un atout. Pour les favoris qui parvenaient à s'affranchir des intrigues de cour et à éviter une mort prématurée, une forme de graduation était possible. À l'âge de 25 ans, ils étaient souvent mis à la retraite et occupaient un poste lucratif et puissant à l'extérieur du palais. C'était un parachute doré, un moyen de les éloigner du cercle intime du sultan tout en bénéficiant de leur éducation et de leur expérience considérable. Un ancien favori pouvait être nommé gouverneur d'une riche province d'Égypte ou de Syrie, ou se voir confier le commandement d'une division de l'armée. Il avait épousé une princesse de la maison impériale ou la fille d'un puissant pacha, ce qui l'intégrait formellement à l'élite dirigeante et traçait un tournant décisif dans son ancien rôle. Il était désormais un homme d'État, un mari, un pilier de l'establishment. Sa vie passée dans la chambre privée était devenue un secret non avoué, un chapitre de sa biographie que tout le monde connaissait mais que personne ne mentionnait. Pour les moins fortunés ou les moins talentueux, la fin était l'obscurité. Ils pouvaient obtenir un poste administratif subalterne dans une ville de province ou simplement une pension leur permettant de vivre confortablement, mais sans influence, hantés à jamais par le souvenir du pouvoir qu'ils détenaient autrefois. Et pour les quelques malchanceux, ceux qui tombaient en disgrâce de façon spectaculaire, comme notre chef, la seule issue était la mort. Le système qui les avait créés, qui les avait polis comme des joyaux, n'avait aucune sensibilité à les abandonner une fois qu'ils n'étaient plus considérés comme parfaits. Le lent déclin de cette institution tout entière fut un processus complexe, motivé non pas par un seul réveil moral, mais par une confluence de changements politiques, sociaux et culturels au fil des siècles. Cette pratique atteignit son apogée au XVe, XVIe et XVIIe siècle, époque classique du pouvoir ottoman, lorsque l'autorité du sultan était absolue et que les systèmes d'Échir méandrin fonctionnaient à leur maximum d'efficacité. Cependant, à partir de la fin du Xe siècle, l'Empire étant confronté à des défaites militaires et à un déclin interne, les fondations de l'ancienne structure palatiale commencèrent à s'éroder. La levée devint moins fréquente et fut finalement abolie au XVIIe siècle, privant ainsi la principale source de jeunes non-musulmans destinés à former une élite d'esclaves fidèles. Le pouvoir commença à se déplacer de la maison personnelle du sultan vers des familles bureaucratiques bien établies et des commandants janissaires ambitieux. À mesure que le pouvoir personnel et direct du sultan déclinait, l'importance politique de ses favoris déclinait également. De plus, les XVIe et XIXe siècles virent l'influence croissante de l'Europe occidentale sur la société ottomane. Des diplomates ottomans se rendirent à Paris et à Vienne, et les modes, idées et coutumes européennes commencèrent à s'infiltrer dans les cercles d'élite d'Istanbul. Ce processus d'occidentalisation s'accompagna de normes morales européennes, profondément critiques envers ce qu'ils considéraient comme la décadence et les vices ottomans. Le secret de Polichinelle des amants du sultan devint une source de honte internationale, symbole d'une dépravation orientale que les réformateurs modernisateurs de la période Tansima du XIXe siècle s'efforcèrent d'éradiquer. L'ancienne vie palatiale du top-CPI fut progressivement abandonnée au profit de nouveaux palais de style européen, comme Dolmavash,
sur les rives du Bosphore. L'école d'Andrin fut finalement fermée, remplacée par des académies militaires et civiles modernes, inspirées de celles de France et d'Allemagne. Tout l'écosystème social et politique qui avait créé et soutenu le rôle du favori masculin, l'élite esclavagiste et la vie de palais cloîtré. L'esthétique de l'amour pédérastique fut démantelée, morceau par morceau, non par compassion pour ses victimes, mais comme une victime nécessaire dans la lutte désespérée de l'Empire pour sa survie dans un monde en mutation. La conséquence la plus profonde et la plus durable du déclin de cette institution fut peut-être son effacement quasi total de la mémoire officielle. L'histoire, comme on dit, est écrite par les vainqueurs, mais elle est aussi corrigée par les honteux. Pour les réformateurs ottomans ultérieurs, et plus particulièrement pour les fondateurs de la République turque moderne au XXe siècle, l'histoire des favoris masculins à la cour impériale était une vérité profondément dérangeante. Cela heurtait violemment la nouvelle identité nationale qu'ils cherchaient à construire, une identité fondée sur une vision héroïque, martiale et pieuse du passé ottoman. L'image du grand conquérant sultan Mehmed II ou du législateur Soliman le Magnifique, entretenant des relations avec de jeunes pages masculins, ne cadrait pas avec ce récit aseptisé. Par conséquent, cet aspect de leur vie et de leur culture de cour fut systématiquement minimisé, censuré, voire carrément nié par les historiens nationalistes. La riche tradition de poésie homoérotique fut réinterprétée comme purement mystique et allégorique, dépouillée de ses significations terrestres. L'Andrin ne resta dans les mémoires que comme une brillante école administrative, son rôle de vivier de partenaires intimes potentiels étant commodément oublié. Les garçons eux-mêmes, les milliers de Youssouf et d'Al-Adil, qui vécurent et moururent dans l'enceinte du palais, furent rendus invisibles. Leurs récits furent réduits à des notes de bas de page ou rejetés comme les fantasmes d'observateurs européens hostiles. Ce fut une seconde mort, plus définitive. Le cordon du bourreau a mis fin à la vie d'un garçon, mais la plume de l'historien a effacé son existence même. Cet acte de purification historique rappelle avec force comment les sociétés soignent leur propre passé, préservant les aspects qui affirment l'image de soi souhaitée et enterrant ceux qui la remettent en question. La vie secrète des concubins du sultan est devenue un fantôme dans le grand récit de l'Empire. Une présence spectrale qui hantait les marges de l'histoire. Un témoignage du fait que le moyen le plus efficace de contrôler le présent est de contrôler l'histoire du passé. Nous nous retrouvons donc avec une histoire faite de paradoxes profonds et troublants. C'est l'histoire d'une cage dorée où les barreaux étaient en or et la nourriture en ambroisie, mais c'était quand même une cage. C'est l'histoire de garçons qui furent simultanément éduqués pour devenir des génies et traités comme des biens. Leurs esprits étaient imprégnés des plus hautes formes d'art et de littérature, tandis que leur corps était soumis aux pires formes d'exploitation. C'étaient des esclaves capables de diriger un empire, des œuvres d'art vivantes dont la vie était jetable. Leur histoire nous confronte à la nature brutale du pouvoir absolu, à sa capacité à déformer les relations humaines et à transformer les individus en objets beaux et tragiques. Elle révèle comment les sociétés peuvent créer des justifications culturelles et artistiques élaborées, le langage de l'amour sublime, de la beauté divine, pour masquer des systèmes de cruauté et de coercition profonde. Ce n'est pas un simple recoin. Morceau oublié de l'histoire ottomane, ce drame intemporel et universel explore l'intersection du pouvoir, du désir et de la vulnérabilité. L'histoire de l'isolant nous rappelle brutalement qu'à travers l'histoire, les corps des jeunes et des beaux ont souvent été la monnaie d'échange des puissants, une ressource à exploiter, polir, utiliser et jeter. En parcourant le Paty, aujourd'hui silencieux, un musée usé par les siècles, on oublie facilement que ces murs furent autrefois le théâtre de drames humains si intenses. Mais en tendant l'oreille, on peut presque en percevoir les séquelles. Le faible son d'un luth provenant d'une pièce lointaine, le murmure d'un poème, le froissement de la soie, et la prière silencieuse et désespérée d'un beau garçon qui vient d'attirer l'attention d'un sultan, priant pour une longue vie dont il sait pertinemment qu'elle ne lui sera jamais accordée. Oui.